Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission sans concession spéciale sécurité. Nous sommes chez BPCE dans le 13e arrondissement de Paris. Muriel Vermenot, vous nous accueillez chez vous. Bonjour. Oui, bonjour. Avec nous également Manu Petit, que l'on connaît dans Sans Concession. Il est déjà venu, fondateur de Liberty Rider. Manu, tout va bien? Tu reviens d'Italie? Oui, très bien, on revient d'Italie. Maintenant, on arrive ici avec une très belle vue de ce 30e étage. Pour le plaisir ou pour le business, l'Italie? C'est pour le travail. On est en train d'ouvrir l'Italie et que les motards italiens puissent aussi bénéficier de Liberty Rider. Donc voilà. Muriel, vous travaillez avec Emmanuel, avec Liberty Rider. BPCE vient de publier il y a quelques semaines un baromètre sur les deux roues à moteur, la sécurité des deux roues à moteur. Pouvez nous présenter BPCE en quelques mots? Oui, alors BPCE Assurance, c'est une compagnie d'assurance aujourd'hui qui conçoit des offres d'assurance auto, habitation, des offres d'assurance pour les deux roues et qui commercialise ces offres majoritairement dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc si vous avez un compte à la Banque Populaire ou à la Caisse d'Épargne, vous pouvez souscrire une offre d'assurance BPCE Assurance. Voilà, c'est un préalable, disons. Tout à fait, voilà. C'est un préalable. Voilà. Et vous travaillez avec Manu? Et donc je travaille avec Manu depuis 2021. On s'est rencontrés dans une réunion dans mes anciens bureaux. Et en fait, j'avais été séduite par l'idée Liberty Rider parce que effectivement, on s'intéresse depuis de longues années au sujet de la sécurité des risques routiers et notamment auprès des conducteurs de deux roues motorisés parce qu'on sait que c'est une population vulnérable. Et quand on s'est rencontrés, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer la solution et l'application Liberty Rider dans nos offres d'assurance et offrir la formule premium aux assurés de roues qui ont souscrit un contrat Banque Populaire ou Caisse d'Épargne. Alors Manu, Liberty Rider, nombre des connaisseurs de Sans Concession connaissent aussi Liberty Rider, mais pour ceux qui ne connaissent pas, tu nous présentes en quelques mots? Liberty Rider, c'est une application mobile pour les motards, parce qu'on est avant tout, nous, des motards. On s'est lancé en 2018 et on construit vraiment une application articulée entre deux grandes offres. Il y a la première chose, c'est quand tu télécharges Liberty Rider, gratuitement, tu as toute une offre pour kiffer à moto. Des roadbooks, GPS moto, etc. Et nous, on a derrière cette offre-là, du coup, en fait, en tâche de fond, un peu comme si c'était une ceinture de sécurité, développé deux grandes fonctions majeures de sécurité. Donc, on a la détection d'accidents, on peut appeler des secours détecter l'accident via le téléphone, puis appeler les secours. Ce qui vous intéresse, ce qui est intéressant pour une assurance. Ouais. Et une grande fonction aussi, on a le lancement qu'on a eu ensemble en 2021 était centré sur la deuxième aussi fonction qui est là de la prévention. On est capable de savoir en fait que le virage que le motard va prendre, donc quand il utilise notre GPS, le prochain virage, on est capable de voir le rayon de courbure de son virage, sa vitesse à lui. Et là, physiquement, ça va être compliqué. Donc, on lui envoie une petite alerte, virage dangereux et sonore et visuel si tu as un kit Bluetooth. Et du coup, il y avait une très bonne campagne au lancement avec des chutes qui ne pouvaient pas se renverser, des super belles vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. Les belles histoires, c'est le compas de chute. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse dans l'application Liberty Rider, c'est la façon dont on peut accompagner nos assurés sur la route, leur permettre de se sentir aussi plus en sécurité. Et on voit, parce qu'on partage régulièrement sur les chiffres relatifs à l'application, on voit qu'on a des vies qui ont été sauvées grâce à cette application. Ouais. On a des détections de virages dangereux, on a des appels citoyens qui sont passés, donc les appels citoyens, c'est des motards qui vont être témoins d'un accident sur la route et qui vont appeler les secours. On a des appels auprès de l'assistance et donc voilà, ça facilite aussi la vie au quotidien du conducteur de deux roues motorisés. C'est un appel automatique, c'est ça, quand il y a un deux roues qui est accidenté. Alors quand soit malheureusement, c'est le motard qui a Liberty. On peut l'arrêter si on veut, c'est ça. Ouais, nous là, on va détecter un accident et il y a une alerte qui va sonner pendant 2 minutes. On peut la couper s'il n'y a rien ou si malheureusement elle va jusqu'au bout. Il va y avoir 2 contre-appels faits par Intermutuel Assistant. Donc c'est vraiment une boîte professionnelle de tout ça qui vont appeler le motard. Il répond, ils vont checker s'ils vont bien de manière professionnelle. On a beaucoup de motards qui nous témoignent que c'est, même si l'accident était petit, il était complètement sonné, un peu perdu.
qu'il y ait un professionnel qui l'appelle, qui lui demande comment ça va, ça a une grande aide psychologique. Et si malheureusement le motard ne répond pas, etc., là on va déclencher les secours, géolocalisation, etc. Mais là, nous, c'est depuis le début plus de 1000 motards aidés, vraiment dans des cas où derrière on a le témoignage que oui, il a fait de l'hôpital pendant plus de 48 heures, c'était un vrai accident, il n'y avait personne qui pouvait les aider. Des témoignages assez forts là-dessus. Ouais. En Corse aussi, par exemple, dans le maquis. Ah oui, maquis, quand le petit virage où tu tombes, il y a un peu un fossé, tu vas dans le fossé. Ouais. Ah, c'est la hantise, c'est la hantise. Ouais. Mais, Muriel, BPCE aussi publie un baromètre, une enquête que vous faites. Depuis quand et pourquoi vous faites cette enquête ? En fait, c'est la 4e année qu'on mène cette étude et cet observatoire. On a décidé de mener cette enquête auprès des conducteurs de 2 roues motorisés pour observer finalement les comportements et les attitudes de ces conducteurs de 2 roues motorisés sur la route. Et nous permettre, en tant qu'assureurs moto, 2 roues, de mieux les accompagner, les sensibiliser aussi aux risques qu'on peut observer sur la route. Donc, en fait, on y perçoit des chiffres qui sont extrêmement intéressants et sur lesquels on va s'appuyer, nous, pour mener des actions de prévention auprès de nos assurés. D'accord, donc vous recueillez aussi les chiffres de Liberty Rider, vous échangez des données ? Alors on partage régulièrement effectivement des données, des données qu'on va pouvoir analyser depuis l'application, qui sont anonymisées. Et puis effectivement, on va les conjuguer à ces chiffres qu'on observe lors de l'observatoire. On a interrogé aussi dans ce baromètre, les conducteurs de 2 roues motorisés sur est-ce qu'ils pensaient que finalement une assurance, c'était aussi son rôle de faire de la prévention des risques routiers, puisqu'on peut se poser la question. Donc on a 54% des répondants qui trouvent que c'est en tous les cas primordial qu'une compagnie d'assurance les accompagne dans les sujets de prévention des risques routiers. Et on voit effectivement qu'on a des conducteurs de 2 roues qui ont besoin d'être accompagnés sur ces sujets-là, soit par des applications de type Liberty Rider, soit par des stages de conduite pour X ou Y raison par rapport en tous les cas à leur expérience de motocycliste ou de motard. Donc voilà, je pense qu'en tant qu'assureur moto, on est complètement dans notre rôle, en tous les cas, de prendre la parole sur ces sujets-là. Alors, on l'a lu, cette enquête. On va accueillir, alors on en reparlera avec toi, Emmanuel, mais on va accueillir dans cette émission l'adjoint au délégué interministériel à la sécurité routière, David Julliard. On accueillera le PDG de Motovision, parce qu'il est question de contrôle technique dans ce baromètre, et notamment avec des chiffres étonnants. Donc Bernard Bourrier, PDG du groupe Motovision de contrôle technique. On accueillera Benoît Judith, aussi spécialiste de l'équipement, qui tient le magasin Star Motors à Bastille, pour parler d'équipement, d'airbags, de casques. Tout ça dans cette émission, et j'ai envie de commencer. Muriel, quel est le chiffre qui vous a le plus, pas étonné, mais qui vous a le plus intéressé? Quelle partie vous a le plus intéressé dans le baromètre? C'est un chiffre qui m'avait déjà surprise l'année dernière et qu'on revoit cette année. C'est le fait qu'il y a un taux d'accidentologie très important sur la population des conducteurs de 2 roues motorisés. On sait qu'on a près de 2/3 des motards ou des motocyclistes qui sont impliqués ou témoins d'un accident de la route. Et moi, quand l'an dernier, j'avais déjà été confrontée à ce chiffre, j'avais été vraiment surprise parce que je ne pensais pas qu'il y avait une accidentologie aussi importante. Et c'est un chiffre, effectivement, qui, cette année encore, même si effectivement on a une baisse du nombre de tués ou de blessés sur la route, notamment sur la population des conducteurs de 2 roues motorisés, néanmoins, on voit quand même que ça reste une population très vulnérable et c'est un chiffre qui m'interpelle. Alors, on a des datas, c'est très intéressant. On va parler beaucoup de chiffres dans cette émission, mais des chiffres très intéressants, notamment dans le baromètre. Mais toi, Manu, alors, on l'abordera, j'espère, dans une prochaine émission, mais la féminisation de la pratique, est-ce que toi, tu as des retours d'informations sur cette partie? Parce qu'on a les chiffres du permis, on a les chiffres d'accidentologie. Est-ce que tu as ce degré de données? Ouais, alors nous, il faut savoir qu'on a
1,5 million de personnes qui utilisent notre application majoritairement en France, donc c'est quand même assez représentatif de la moto en France. Et quand tu utilises Liberty Rider, tu as une partie profil où tu vas rentrer quel motard tu es et quelle moto tu as. Alors je suis curieux. Du coup, on a vraiment toutes ces données et on peut voir l'évolution de nombre de femmes, de trail, si à un moment il y a un trail hyper bien, ou les modèles, on peut vraiment suivre un peu toute l'évolution du marché comme ça, parce qu'on a beaucoup de gens qui utilisent Liberty Rider et qui nous permettent de tracer un peu des profils, des choses comme ça. L'objectif, c'est pas de fliquer tous, juste ça nous permet de comprendre. Et des données comme ça, elles sont hyper valorisantes. Par exemple, la Belgique, un jour, est venue nous voir en nous disant on a des budgets pour sécuriser la route pour les 2 roues, mais on ne sait pas quoi en faire parce qu'on ne sait pas où ils passent. Du coup, ça peut être hyper intéressant. Nous, on a les données pour savoir où ils passent. Ouais. Tiens, on te donne les données parce que nous, ce qu'on veut, c'est sécuriser les motards. Et toi, au moins, ton argent, tu vas le dépenser, dépense-le au bon endroit. Les motards, vous avez les passages, les endroits où ils passent. Est-ce que ça pourrait pas être partagé aussi avec la sécurité routière? Par exemple, on parle de glissières, on parle de rails, il y a des endroits sans doute plus fréquentés, on a les chiffres, vous avez les chiffres, et sur un surtout, échantillon aussi représentatif. Et surtout, on a les chiffres de où ils passent et où est-ce qu'ils ont l'accident. Parce que vu que notre but premier, c'est de détecter l'accident, on a des points chauds d'endroits de la France. Là, il y a des virages, on sait qu'il y a 3 personnes qui passent par an, et il y a quand même eu un accident sur les 3. Je grossis le trait, mais on peut avoir ce genre de... Vous avez les points chauds. Du coup, et route peu fréquentée, mais pourtant beaucoup d'accidents. Le col de la Gineste à Marseille, non, pas trop. Alors, je les ai pas tous en tête, mais du coup, oui, on peut faire ce genre de choses, et c'est justement, nous, l'objectif, c'est comme ce dont j'ai parlé avec le gouvernement belge, de Wallonie. Le faire en France, ce serait encore avec pour le nous, gouvernement français aussi. Nous, l'objectif, c'est vraiment toutes ces choses-là, ça peut améliorer. Alors, c'est pas pour. Nous, on n'a pas la vitesse, donc on peut pas leur dire là, mais des radars, des choses comme ça, c'est pas du tout notre objectif. Voilà. Nous, on a, tiens, ce virage-là, il est accidentogène ou machin, etc. Donc, du coup, peut-être, si tu as des moyens à développer, autant que tu le fasses sur des endroits où il y a des problématiques réelles. Pour le baromètre, vous avez eu recours à un institut de sondage. Comment vous avez procédé? Oui, alors c'est un baromètre qu'on mène en partenariat avec Harris Interactive et qu'on réalise depuis 4 ans, comme je l'ai dit. C'est une enquête qui a été menée en ligne pendant 15 jours au mois de mars, et donc on a recueilli l'avis de 1015 répondants qui sont représentatifs aujourd'hui des motards ou des motocyclistes en France. Donc on respecte les tranches d'âge, la répartition géographique, le genre, effectivement, les différents usages et les engins qui sont conduits par les motards ou les motocyclistes. Donc voilà, on prend en tous les cas tous ces critères en compte pour réaliser ce baromètre. Important, la méthodologie, très important. Absolument. Merci Muriel, merci Emmanuel. On va vous retrouver tout au long de cette émission. On va accueillir tout de suite sur le plateau David Julliard, adjoint à la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Nous sommes toujours chez BPCE avec Muriel. On parle de sécurité, et qui dit sécurité routière. Nous accueillons l'adjoint au délégué interministériel à la sécurité routière, David Julliard. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les sujets aujourd'hui, pour ce qui concerne les motards, de la sécurité routière? Quels sont les sujets prégnants? Le sujet des motards, le sujet des 2 roues motorisées est un gros sujet de préoccupation depuis de nombreuses années. Enfin, juste sans abreuver de chiffres, c'est 2% du trafic motorisé sur la route, c'est 22% des tués sur la route. Alors, les chiffres se sont un peu améliorés, il faut le dire, et il faut s'en féliciter, mais ils ne se sont pas améliorés plus vite que le reste de l'accidentalité routière. J'aurais cité encore un chiffre, enfin peut-être 2 même, qui sont particulièrement préoccupants. 40%, 39%, allez, pour être précis, des blessés qui vont garder des séquelles qui vont durer plus d'1 an, c'est-à-dire des séquelles lourdes, ce sont des 2RM, ce sont des conducteurs de 2RM. Un chiffre qui fait réfléchir. Un autre chiffre, presque
presque un tué sur 2, un tué sur 3 plutôt, pour être plus précis, en moto se tue tout seul. C'est-à-dire n'a pas de choc avec un autre véhicule, soit perd le contrôle de son véhicule, soit rencontre un obstacle. En tout cas, il n'y a pas d'antagoniste, comme on dit dans le vocabulaire de la sécurité routière. C'est-à-dire que le comportement du conducteur de 2RM, de l'usager de 2RM, est un sujet absolument majeur pour nous. Alors ça rejoint ce qui est dit dans votre baromètre, BPCE, d'une part le sentiment d'insécurité qui persiste dans le temps, hein, c'est écrit en toutes lettres, c'est une conclusion du baromètre, et les comportements dangereux de certains que vous avez pointés. Alors le sentiment d'insécurité qui persiste dans le temps, il y a une question sur le code de la route. Est-ce qu'il y a des aménagements? Quelles conclusions vous en tirez, vous? Alors déjà, ce qu'on peut dire dans ce baromètre, c'est qu'effectivement, il y a ce sentiment d'insécurité qui est prégnant et qu'on a déjà constaté lors de l'édition précédente et qu'on perçoit encore cette année. On a une grande partie des usagers d'un deux roues motorisé qui se sentent en danger sur la route par rapport aux automobilistes et qui se sentent être mis en péril quotidiennement, enfin, de manière régulière. Et ce que disait M. Julliard, c'est à juste titre, puisqu'on a 22% des personnes tuées dans un accident de la route qui sont des usagers d'un deux roues motorisé, et ça représente moins de 2% du trafic. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième chose, c'est de dire qu'on a un partage de la route aujourd'hui qui est difficile. On a une augmentation du trafic, on a de plus en plus de deux roues motorisés, on a des piétons, des cyclistes, voilà, on a une route et un partage de la route qui est extrêmement difficile. En tous les cas, il y a des réflexions qui sont menées par différentes parties prenantes. D'accord, et justement, l'aménagement du code de la route, moi j'ai des idées précises parce que on sait que, alors on a parlé de ceux qui avaient des accidents seuls, hein, vous en avez parlé, il reste qu'il y a une proportion d'accidents avec des tiers. La visibilité, c'est un sujet, les phares allumés en permanence, c'est un sujet, la visibilité des motards, évidemment qu'il y en a certains qui s'habillent en réfléchissant, mais ils ne le sont pas tous, et le phare obligatoire, vous avez fait des tests dans certains départements. Oui, on sait que la capacité de voir, la capacité d'être vu est un sujet essentiel pour tous les usagers d'ailleurs, hein, qu'ils soient de RM ou même qu'ils soient piétons ou vélo ou trottinette. Il est d'autant plus important que la plupart des accidents les plus graves de RM se passent hors agglomération. Alors, on a évidemment des accidents de RM, des accidents graves, voire des accidents mortels en agglomération, mais on a aussi un grand nombre d'accidents mortels hors agglomération. La visibilité joue un rôle important. Ce n'est pas le seul. Mais c'est un point qu'on travaille beaucoup voilà, qu'on rappelle régulièrement dans nos campagnes d'information, par exemple. Mais il y a d'autres aspects d'évolution. Vous parliez de faut-il changer le code de la route? J'ai envie de vous dire, on le change tout le temps, le code de la route. Le code de la route, ça n'est pas un monument historique auquel on ne toucherait pas sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Non, le code de la route, il est en perpétuelle évolution. Juste un exemple. La formation des motards. Alors, j'allais y venir. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Le perfectionnement à la conduite, la formation des motards, le permis bien sûr, mais le perfectionnement à la conduite, puisque Muriel, on parlait des comportements dangereux chez les motards, pointés par votre baromètre. Bien sûr. Le perfectionnement à la conduite est un vrai sujet. Moi, j'ai fait les Honda Safety Days, initiés par la marque Honda, où on apprend que le permis ne nous immunise pas contre des erreurs qui peuvent amener à la chute. Vous avez parfaitement raison. Il y a la formation initiale du motard qu'on a revue. Faut juste rappeler quand même que le permis A1 a été quand même réformé récemment, hein, avec l'introduction d'une épreuve théorique moto
d'un ETM. Vous savez que jusqu'en 2020, le motard, l'apprenti motard, il passait l'examen théorique général, c'est-à-dire le code, le même que pour les voitures. Depuis 2020, le motard passe un examen spécifique, adapté à ces problématiques de conduite sur la route. Mais vous avez parfaitement raison de dire que la formation, ça ne s'arrête pas là. Et qu'un grand nombre d'acteurs privés, mais aussi publics, et la sécurité routière aide à ça, accompagne la formation des motards tout au long de leur vie de motard. Et impulse une dynamique d'action de prévention, de reprise de guidon, etc. On sait que par exemple la moto est une activité assez saisonnière. On fait de la moto plutôt à partir du mois de mars, on en fait moins à partir du mois de novembre, et que ces actions de prévention viennent aider le motard à reprendre les bons réflexes, à réactualiser aussi ses connaissances théoriques et à avoir une vision plus précise de l'état de son véhicule. Alors, exactement. Alors justement, Muriel, le besoin d'accompagnement évoqué dans le baromètre, besoin d'accompagnement, est-ce que vous, BPCE, vous pouvez aussi, alors non seulement faire ce baromètre, en tirer des conclusions, mais accompagner les motards dans leur pratique? Oui, mais alors, si vous me permettez, je voudrais revenir quand même sur les comportements dangereux. Bien sûr. Parce que oui, effectivement, on constate aujourd'hui des comportements dangereux, mais ce qu'on perçoit dans le baromètre et ce que les répondants nous disent, c'est qu'on a une large majorité des conducteurs de deux roues motorisés qui se déclarent être prudents et même plus prudents qu'auparavant. Donc en fait, on a, en tous les cas, dans leur perception, ils se conduisent prudemment sur la route. Donc oui, il y a des comportements dangereux, mais dans leur perception, effectivement, il y a beaucoup de prudence. Après, ce qu'on peut dire sur les comportements dangereux et ce qui est pointé et ce qui est relevé effectivement dans ce baromètre, c'est l'usage du téléphone. Et ça, effectivement, je pense qu'on peut en discuter parce que Par les motards. Par les motards, effectivement. Et c'est un sujet qui touche évidemment les motards, les conducteurs de scooters, mais également les automobilistes, les cyclistes et même les piétons. Mais en tous les cas, effectivement, dans ce baromètre, ce qu'on enlève, c'est qu'on a quand même un conducteur de deux roues motorisés sur deux qui nous dit utiliser fréquemment son téléphone portable. Ça, c'est nouveau, hein, ça évolue. Voilà. Avant, c'était les automobilistes qui étaient pointés, que les motards pointaient. Surtout un phénomène urbain, hein, plus que interurbain. Mais vous avez raison de le souligner. Ensuite, effectivement, sur les autres comportements dangereux, il y a la vitesse, notamment quand on arrive vers un virage. Et donc ça, c'est une pratique qui est plutôt partagée par des jeunes conducteurs ou des personnes qui ont eu leur permis assez récemment et plutôt des jeunes de moins de 35 ans. Donc il y a quand même un attrait pour la vitesse, la recherche de sensations. Et donc voilà, ça c'est un comportement et une conduite dangereuse qu'on perçoit plutôt chez les jeunes motards. Faut payer des stages de pilotage. Vous savez, juste une parenthèse sur ce sujet. Il y a 2 ou 3 ans maintenant, la sécurité routière a beaucoup insisté sur la trajectoire de sécurité. Alors j'ai vu des cours de trajectoire de sécurité. J'ai été le premier étonné de... Qu'est-ce que c'est que la trajectoire de sécurité ? C'est le fait de maximiser la visibilité en sortie de virage. Notamment. En gros, c'est-à-dire, entre nous, il y avait un petit débat sur le respect du code de la route. Parce que le code de la route dit vous devez rouler sur le bord droit de la chaussée. Ça, c'est le principe général du code de la route. Le trajectoire de sécurité dit aux motards maximisez votre visibilité en sortie de virage. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sur un circuit, vous ne cherchez pas le point de corde. Si vous tournez à droite, décalez-vous dans la mesure du possible, légèrement sur la gauche pour voir l'obstacle éventuel qui arrive sur votre droite. Et vice-versa, si vous tournez à gauche, décalez-vous un tout petit peu sur la droite, aux 2 tiers de la chaussée, pour maximiser votre visibilité. Donc, on a beaucoup accompagné ce sentiment que vous décrivez très bien d'insécurité liée à un usage ambigu du 2RM, qui est un usage à la fois loisir, un usage, j'allais dire presque adrénaline, parce que c'est vrai qu'il y a une dose d'adrénaline dans la conduite d'un 2RM, qu'on n'a peut-être pas dans un véhicule à 4 roues, et en même temps, la sécurité routière n'est pas l'ennemi du plaisir sur la route.
la trajectoire de sécurité, c'est une façon aussi, en sécurité, de prendre du plaisir à rouler sur la route. C'est sûr, des trajectoires. À apprécier sa trajectoire, ce qui est un des plaisirs de base du conducteur de DRM. Vous roulez vous-même en deux roues? Enfin, en scooter et en cyclomoteur, on va dire. Mais on a toujours considéré à la sécurité routière que, quels que soient les chiffres et quelle que soit notre préoccupation très forte devant ces chiffres qui sont terribles, hein, il faut quand même le rappeler, nous devons accompagner cette prise de conscience progressive par la formation, par la communication. Nous avons un grand spectre d'actions de communication vis-à-vis des 2RM. Et puis, quand il le faut, évidemment, par la répression. On ne peut pas l'éviter. Mais je crois que ça vient conforter ce qui est dit dans ce baromètre BPCE. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de changer de comportement. Il y a une prise de conscience du risque. Je crois que la prise de conscience du risque est forte chez les 2RM. Et alors, oui. Oui, et puis effectivement, dans les autres comportements dangereux qui sont relevés effectivement dans le baromètre, c'est le zigzag entre les fils, et ça fait écho aussi à ce que vous expliquiez. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je disais précédemment, le partage de la route est très compliqué. On voit qu'il y a une augmentation du trafic. Donc finalement, c'est des situations qui conduisent aussi à zigzaguer peut-être davantage entre les fils. Sauf qu'aujourd'hui, on a 74% des répondants qui nous disent réaliser cette pratique quotidiennement pour gagner du temps. Pour, en ville alors. En ville, ouais, pour plein de raisons sans doute tout à fait raisonnable, mais voilà. Aujourd'hui, ça reste quand même un comportement dangereux et qui peut être fatal pour le conducteur. Alors un dernier chiffre avant de passer à la rubrique suivante. 73% des motards dans votre baromètre se disent favorables au contrôle technique. On va en reparler dans quelques minutes avec vous. Restez avec nous. On accueillera le PDG du groupe Motovision, Bernard Bourrier, qui était le premier à dégainer la communication sur le contrôle technique moto. Et il fallait oser, parce que les motards sont vent debout. Enfin, certains motards sont vent debout sur le contrôle technique. Ça a surpris tout le monde, ce chiffre, Muriel. Avant d'avoir votre réaction, on en parlera avec M. Bourrier, Muriel, ce chiffre, il est obtenu, il a surpris tout le monde. Et vous avez eu des réactions? Oui, effectivement, on a été nous-mêmes aussi très surpris par ce chiffre, puisqu'effectivement, il y a eu beaucoup de réactions de motards, beaucoup de relais dans les médias sur le contrôle technique. Ce qu'il faut dire, c'est que cette enquête, on l'a menée auprès de 1500 conducteurs de deux roues motorisés au mois de mars, donc un mois avant que la mesure soit effective, puisqu'elle a été mise en place le 15 avril. Et la question qui était posée, c'était: est-ce que vous êtes favorable à la mise en œuvre du contrôle technique? Donc, dans un questionnaire qui sondait les conducteurs de deux roues motorisés sur des sujets de prévention et de sécurité routière. Donc, on a 73% des répondants qui se disent favorables ou plutôt favorables. Ce dont on se rend compte quand on regarde la typologie de ces répondants qui s'expriment favorablement à la mise en place du contrôle technique, on voit qu'on est plutôt sur des profils urbains, assez parisiens, des personnes qui sont plutôt conducteurs de cyclomoteurs et qui sont conducteurs d'un deux roues motorisé de manière assez récente. Donc voilà, c'est ce qu'on observe finalement quand on analyse finement les résultats. Mais oui, c'est un chiffre qui nous a surpris. Mais ça fait écho effectivement à ce qu'on se disait, c'est qu'il y a aujourd'hui quand même une prise de conscience de la sécurité routière, d'une prudence et puis de la révision de son engin à faire régulièrement. Maintenant, c'est un chiffre qu'il faudra aussi observer, vérifier dans le temps. Voilà, vérifier dans le temps. Donc on regardera avec exactitude les chiffres qu'on obtiendra l'année prochaine via ce sondage. Mais oui, il faudra regarder comment ça évolue.
évolue. Et puis, je pense que quand on a posé la question hein, à cet échantillon, quand les gens ont répondu, ils ne sont pas forcément posés toutes les questions sur les impacts et les conséquences qu'un contrôle technique pouvait avoir, et notamment sur le critère prix, hein, enfin, tout simplement, en se disant, est-ce que globalement vous êtes favorable à un contrôle technique? Oui, mais sans savoir exactement ce que ça impliquait et combien ça pouvait coûter, etc., etc. Donc voilà, enfin, ce qu'on peut retenir de ce chiffre, c'est que dans l'absolu, on a une large majorité qui s'exprime favorablement pour ce contrôle technique, à observer, à regarder ce que ça donne dans un an. Et on voit quand même qu'on a des populations en fonction du type de véhicule que ces populations conduisent. On peut avoir des réactions un peu différentes. Merci Muriel. Alors nous, on va se retrouver dans quelques minutes. On vous allez céder votre place à Bernard Bourrier, qui va venir, le PDG du groupe Motovision. Vous restez avec nous, David? Avec plaisir. Et nous, on regarde tout de suite, puisqu'on parle de sécurité, qui dit sécurité dit freinage, on regarde tout de suite un tuto freinage avec Nico, le pro du tuto. Salut, ma mission du jour, c'est une mission très fréquente chez les motards, c'est le remplacement des plaquettes de frein. C'est une Yamaha Tracer 900 de 2017 sur laquelle on va opérer, et pour ça, je me dirige sur le site de la bécannerie pour commander les plaquettes. Alors, je suis sur la page d'accueil. Petite subtilité, c'est que mon filtre véhicule est actif puisque j'ai déjà enregistré ma Tracer 900 de 2017. Là, j'ai la référence du véhicule, j'ai plus qu'à marquer plaquette. Voilà, filtre véhicule actif. Les plaquettes, les voici. Brembo, c'est une bonne marque, hein, on le sait. Métal frité. Je finalise ma commande. Dès que les plaquettes sont dans la boîte aux lettres, je file chez Nico. Nico, c'est le pro du tuto. Salut Nico. Salut David. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est une opération de base. Le changement des plaquettes de frein avant. Ouais. Sur ce Tracer 2017. Donc, changement de plaquette. Donc ça, c'est un jeu. Il faut deux jeux. Hein. Ah, et on est un jeu, d'accord. c'est deux plaquettes comme ça. Hein. On est d'accord, oui, oui. On est d'accord. Donc Nickel. là, pour la gauche, parce que c'est un double étrier. Double freinage, ouais. Double freinage. Et de l'autre côté, ça. On va mettre ça là et on commence. D'accord. C'est toi qui fais? Ah, c'est moi qui fais. C'est facile. Enfin, C'est toi qui freine. Donc c'est moi qui freine, c'est moi qui fais. Allez. Bon, Nico, pour changer les plaquettes, là, j'ai besoin de retirer l'étrier ou pas? Pas du tout. Non. Non, tu n'es pas obligé. Non. C'est-à-dire, comment je fais là? Donc en fait, tu as un axe qui est ici, je vais t'éclairer. Tu as une goupille qui est ici, que tu entrevois là. Ouais. Tu l'enlèves et ensuite tu pourras pousser ton axe et sortir tes plaquettes par le dessus. Je retire la goupille. Vas-y, tire vers toi. Voilà. Voilà. D'accord. Donc tu l'as remise en quelque part et tu la perds pas. Ok. Et là, je repousse le piston en vrillant comme ça pour pas trop abîmer le disque. Exactement, des deux côtés tu peux le faire. Voilà, des deux côtés. Ensuite, tu prends le petit tournevis qui est dessous, tu pousses ton axe au milieu, dans le trou là. Celui-là. À cet endroit-là, tout à fait. Tu pousses. Pousse encore, sortir l'axe. Voilà, je l'enlève. Tu le récupères. Là. Voilà, tu enlèves. Avec les deux goupilles. Exactement. Ok. Et ensuite, tu enlèves, voilà, tout à fait, celui-ci. Et ensuite, donc ça c'est... C'était comme ça. Hein. Exactement. Donc je le mets comme ça. On va regarder les plaquettes, mais les plaquettes, on peut regarder avec une lampe là comme ça pour voir l'état d'usure. Alors, tu peux regarder avec une lampe si tu es habitué à savoir à peu près ce que tu dois trouver. Donc si tu veux, après tu as une usure qui est mesurable en millimètres, d'accord? Et c'est ça qu'il faut que tu regardes. Et là, Nico, ces plaquettes, elles sont non seulement bouffées, mais elles sont pleines d'huile. Il y a un problème de joint spi. Il y a sûrement eu un problème de joint spi et du coup, ça a amené du gras et le gras, malheureusement. Donc ça, il n'y a pas que l'usure des plaquettes, on peut les changer aussi parce qu'il y a eu joint spi et il y a de l'huile dessus. Elle pourrait être neuve, pleine d'huile et du coup ne pas freiner. D'accord, donc je retire la première, la deuxième. Voilà. Pareil, elle est moins huileuse. Donc là, j'ai les plaquettes neuves. Donc là, c'est pas la même frette, mais par contre, c'est la même structure, donc c'est bon.
On est sur la bonne dimension. Tout à fait, tout à Hein? fait. Après, tu peux avoir différentes. Bon, les rainures, c'est pour le refroidissement. Et tu peux avoir différentes façons dessins. de. Ouais, exactement. Ok. Comme tu peux avoir différents perçages sur tes disques, tu peux avoir différentes stries sur tes plaquettes. Donc les voilà, les deux plaquettes. Ouais, J'ai repoussé les pistons, oui, donc je peux essayer de les remettre. il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai plus qu'à glisser les plaquettes, vu qu'on a écarté les pistons. Voilà. Tac, la première, la deuxième. Tout est OK. Il me reste plus qu'à mettre le ressort, c'est ça? Ouais, alors commence par mettre déjà ton axe qui va te tenir la première plaquette. Ah oui, d'accord. Non, non, mets ton axe. Regarde, vas-y, mets ton axe en premier, David. Ouais. Tac, tiens ta plaquette. Voilà, remonte bien ton truc en haut. Voilà. Et maintenant, tu appuies fort au milieu. Allez, fort, 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 fort. Fort. Voilà. Et comme ça, voilà, tout à fait. Ah ouais, parfait. Et ensuite, tu peux manœuvrer avec la pince si jamais tu as besoin d'orienter un petit peu ton axe. Ah ouais, ça vient, ça vient. Et après, je Donc cherche fais attention, les trous pour les cherche goupilles. le trou pour les goupilles. Là, tu vas pas tarder à être bon, je pense. Je repousse et je suis en face des goupilles. Exactement. Donc là, il me reste juste à remettre la première goupille, la deuxième. Voilà. Voilà, Nico, même opération de l'autre côté. Ça, Ouais. c'était un tuto plutôt facile. Toi, tu mets quoi? 10 minutes? À peu près, ouais. Moi, une demi-heure. Ouais, Mais- j'attends quand même une surprise quand même. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai fait un côté. Il faut Oui. faire l'autre parce qu'il y a deux étriers. Ouais, sur et le oublie, traceur. et oublie pas quoi. Et j'oublie pas les goupilles. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc, tu vas vite t'en apercevoir Ah. en partant. La purge. Aussi, et puis il faudra peut-être que tu penses à rappuyer sur le frein pour que les plaquettes elles viennent en contact, sinon Ah, le premier freinage tu vas te rater, je crois. Les bons conseils de tonton Nico pour les tutos. Merci. Salut à tous, à la prochaine. De retour chez BPCE pour la suite de notre émission spéciale sécurité, toujours avec Monsieur Julliard avec nous. Et on accueille un invité, un nouvel invité, en la personne de Bernard Bourrier, PDG du groupe Autovision, maintenant devenu Motovision. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour à tous. Nous nous sommes vus il y a quelques temps, Bernard. C'était la conférence de presse de Motovision, la première conférence de presse. Vous avez dégainé les premiers nouveaux centres de contrôle technique moto et vous avez décidé d'annoncer vos ambitions, votre dispositif en premier. Pourquoi? Je pense que nous discutons et nous parlons d'une mission publique. Une mission publique a une vocation précise, c'est assurer un équilibre, une harmonie entre l'ensemble des citoyens d'un pays. Oui, mais ça, c'est les mots. Hein, Bernard. Les mots sont des Ouais, réalités. ouais, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que la loi? La loi, c'est vivre ensemble. Comment assure-t-on le vivre ensemble? Comment assure-t-on le vivre ensemble sur la route? Et le partage de la route. Donc, le partage de la sécurité. Et le contrôle technique est un outil de cette sécurité et de ce partage de route et de cette responsabilité que chacun doit assumer. Alors c'est la question à 1000 euros que je pose à Monsieur Julliard. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Muriel sur le chiffre, l'accueil des motards plutôt favorable au contrôle technique d'après le baromètre BPCE. Le contrôle technique moto peut-il contribuer à améliorer les chiffres d'accidentologie qui vous tiennent à cœur? D'abord, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de voir que finalement cette mesure qui a été perçue diversement, on va le dire comme ça, par nos amis motards, est quand même comprise dans son essence. Je crois que les gens qui font du deux roues motorisé ont conscience qu'ils courent un danger particulier. Hein. Ils ont deux points d'appui au sol. C'est une réalité quasi géométrique. Quand on est dans une voiture, on a 4 appuis au sol, on a 4 roues en général. Quand on a en 2RM, on en a 2. Ça fait que les distances de freinage sont plus longues, ça fait que le risque spécifique est augmenté. Et évidemment, je ne parle pas du fait qu'on n'est pas carrossé. Le résultat de tout ça, c'est effectivement des chiffres qui sont très préoccupants pour nous, qui sont préoccupants depuis longtemps. Le contrôle technique, c'est un des moyens, c'est pas le seul. Hein, ça n'a jamais été considéré comme le seul moyen, mais c'est un des moyens d'améliorer la sécurité du véhicule et donc de celui qui le conduit. Alors justement, on parle de chiffres et c'est bien de s'appuyer sur des chiffres. Les opposants à ce contrôle technique mettent en avant le chiffre de 0,3%
d'accidents provoqués par des problèmes mécaniques ou techniques sur le véhicule. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne vais pas contester les chiffres, je ne vais pas rentrer dans cette querelle-là, j'en ai pas envie. Je voudrais juste donner une illustration. La plaque d'immatriculation, Ouais. c'est pas un élément de sécurité. Non. Ah bah si, c'est un élément de sécurité. Bien sûr. Bien sûr que si que c'est un élément de sécurité. j'ai tout faux, Pourquoi c'est un élément de sécurité? Parce que C'est les la provision plaques non d'armes. conformes, eh ben, ça permet d'éviter de se faire contrôler par notre contrôle automatisé. Donc à partir du moment où on a uniformisé la plaque, on n'a pas amélioré la sécurité active ou passive, mais on a amélioré la conscience de ses obligations et de ses responsabilités par le conducteur du 2RM. Donc, ne parler que des 0,3%, c'est une vision un peu simple de ce que englobe le contrôle technique. Donc, tout ce qu'il apporte comme forme de responsabilité de l'usager de deux roues motorisées vis-à-vis de son véhicule et vis-à-vis de son comportement. Merci. Monsieur Bourrier, on est dans les chiffres. Ça fait, on est fin mai, on a déjà un recul sur le contrôle technique, sur les premiers contrôles techniques ou non? Est-ce que vous tenez des statistiques? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques chiffres de ce contrôle technique qui commence? Alors, les chiffres, on les tient quotidiennement. C'est une bonne Donc, il nouvelle. n'y a aucun souci. L'État, à travers la mission confiée d'OTC à l'UTAC, centralise la totalité des chiffres quotidiennement. Ce qui veut dire qu'on connaît le volume des différentes catégories qui passent au contrôle technique, on connaît les taux de refus et on connaît les causes de ces refus. Alors on est curieux Donc, de connaître on le n'a taux de refus. aucun souci sur ce sujet-là. Vous pouvez nous le dire? Je suis autorisé? Allons-y, allons-y. Non, je crois que de tout ce qu'on est en train de dire, il y a une chose importante. Fondamentalement, le contrôle technique, ce n'est ni la panacée universelle, ni le seul acteur qui va faire baisser le nombre de morts sur la route, c'est évident. Et ça fait plusieurs dizaines d'années que je le constate, car c'est mon métier, depuis plusieurs dizaines d'années. On va parler d'équipement d'ailleurs Par tout à l'heure. contre, une chose qui est importante, et je crois qu'il faut le rappeler parce que c'est d'une simplicité basique. Un engin de la mobilité, que ce soit une moto, que ce soit une voiture, que ce soit un camion, un car, un avion ou un bateau, c'est un produit industriel. Un produit industriel produit en masse importante qui, de par sa nature, se détériore par son usage. La détérioration génère et crée une potentialité de risque. À telle enseigne qu'il y a, depuis les années 70, des directives européennes d'homologation des véhicules avant de les mettre en circulation sur voie publique. Cette homologation est accompagnée par les constructeurs de prescriptions et de procédures de maintenance et d'entretien. Qu'est-ce que c'est que cette maintenance et pourquoi on demande de vérifier l'état de ces pneumatiques? C'est tout simplement que cet état de maintenance garantit un seuil d'acceptabilité publique, collective du citoyen d'un risque qu'il prend avec son engin de la mobilité. Et qu'est-ce que c'est que le contrôle technique dans cette galaxie industrielle? Parce que c'est une énorme galaxie, des manufacturiers aux constructeurs et assembleurs. Oui. Le contrôleur technique a pour mission déléguée par l'État de s'assurer que cette maintenance est respectée et que de ce fait-là, le seuil de dangerosité du véhicule n'est pas dépassé. Très bien. Alors ça, On n'est pas en conformité, on est simplement c'est sur assez- le seuil d'acceptabilité d'un risque. On est sur les principes, on est d'accord. Dans les faits, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Mais les chiffres, ils sont... Attendez, excusez-moi. Vous parlez des principes comme si c'était quelque chose qu'il fallait balayer. Non. Si on n'a pas des principes de base, je ne sais pas comment on peut vivre ensemble. Ça, c'est le point numéro un. Entendu. Le point numéro 2, qui est tout aussi important, c'est qu'à partir du moment où on a ces principes, on a quelque chose qui est très particulier, et ce n'est pas monsieur qui va me contredire, c'est la première fois depuis 1985 que nous avons l'opportunité d'examiner une flotte qui n'a été soumise à aucune prescription de contrôle technique. Alors pourquoi je parle de 85? Parce que c'est le premier décret qui a imposé
un contrôle technique pour la transaction des véhicules légers. Les véhicules lourds sont soumis à contrôle technique depuis les années 50, donc on est sur des vieux principes. Les catégories L, parce qu'il ne faut pas oublier donc, que l'on parle de 7 catégories différentes de véhicules. Du vélo cycliste, du tout petit, alors même, on ne va pas parler du vélo électrique qui est un L1 parce qu'il dépasse les 45 km/h, mais les L1, donc jusqu'aux quads qui sont à plus de presque une tonne. Très bien. Donc le spectre est très large. Et là, on voit de façon explicite le comportement de monsieur, madame citoyen, détenteur d'un produit de la mobilité, et comment il perçoit le risque, comment il l'entretient et comment il veut juguler ce risque. Et le spectre est phénoménal. Allez, je vous laisse continuer en me donnant quelques retours. On passe de 1 à 2 selon les catégories en matière de refus. Oui. Et on passe quasiment de 1 à 5-6 selon les autres catégories. Ouais. Le spectre est quand même impressionnant. On s'aperçoit qu'il y a des catégories. Après 2 mois d'exercice. Après 2 mois d'exercice. Alors, il faut le prendre effectivement avec la réalité d'un faible base d'origine. Oui. Mais la data, elle est là de façon constante, pratiquement depuis la première semaine. C'est ça qui est très impressionnant. C'est que depuis la première semaine, les chiffres varient à peu près à 1 à 2%, même pas. Mais ils restent dans la même épure et dans la même proportionnalité sur les catégories. Ouais. Je pourrais même rajouter un mot qui, je crois, traduit le comportement des propriétaires de roues. Nous, ce qu'on voit arriver, alors je ne sais pas si M. Bourriel a les mêmes informations, mais ce qu'on voit arriver, c'est des contrôles techniques spontanés. C'est-à-dire des gens qui devancent l'obligation légale, le texte a prévu des conditions. Les citoyens. Voilà. Et bien des gens qui font, alors même qu'ils ne sont pas encore obligés de le faire, qui font déjà des contrôles techniques. Alors je ne sais pas s'ils viennent chez vous, mais on le voit. Ça traduit quand même que au-delà de la contrainte, au-delà du coût, parce que tout ça évidemment a un coût, eh bien il y a une prise de conscience globale des usagers de RM que la moto, son entretien, ses équipements de sécurité, c'est quelque chose avec lequel on ne plaisante pas. Donc il y a, moi je veux retenir cette prise de conscience progressive qui s'installe chez nos amis usagers de RM. Alors ça voudrait dire que ça rejoint un petit peu le chiffre que nous donnait Muriel tout à l'heure, 71% du sondage, c'est un peu la majorité silencieuse, parce qu'on entend surtout les opposants au contrôle technique, c'est ça? Alors, je ne veux pas opposer un certain nombre d'associations qui se sont manifestées, et c'est leur droit le plus strict. Oui, et la qui ont, FFMC, par exemple, qui était vent debout contre qui était très opposée à la mesure, qu'il a fait savoir avec les méthodes qu'elle a, et c'est tout à fait normal et légitime. Je ne veux pas les opposer. Je crois d'ailleurs que la FFMC a une position, je ne suis pas son porte-parole. Ce qu'elle contestait surtout, c'est le caractère obligatoire de la mesure. Il y a dans ce mouvement maintenant une forme d'adhésion qui est traduite par votre baromètre, mais qui se traduit aussi par voilà, le fait d'aller spontanément vérifier son véhicule. Je crois que d'ailleurs l'usager de RM est par principe plus attaché à son véhicule que l'usager d'une voiture, d'une VL, oui. d'un VL classique. C'est ce que défendent les motards. Oui, mais il faut faire attention à une chose, si vous me permettez. Le spectre des usagers des deux roues autorisés est quand même excessivement large. Ah oui. On a on un noyau. 3 millions Voilà, on a 3-4 millions à peu près de véhicules circulants. On a un noyau de passionnés, j'allais dire d'amoureux de leurs deux roues, qui les bichonnent de façon extraordinaire. Et ces gens-là sont vent debout parce qu'ils considèrent qu'on est en train de toucher à leur affect. On est en train de toucher à une partie de leur ego. Oui, Dont acte, point. Mais ils n'acceptent pas aujourd'hui, mais on ne va pas rentrer dans la polémique, on fait juste un constat factuel, ils n'acceptent pas qu'ils ne sont qu'une minorité par rapport à la masse totale. Et ce que disait monsieur le délégué à la sécurité routière très justement, c'est que nous voyons des gens se présenter spontanément. Et quand on a des gens qui se présentent et qu'on les met en refus, ben, je vais vous dire une chose, que l'on voit très peu souvent en véhicule léger, on a des gens qui nous disent merci.
Je n'avais pas conscience d'eux. Mais ça, c'est les premiers qui arrivent. Hein. On en a qui vont attendre un petit peu là. On est quand même sur des... À l'heure aujourd'hui, on est presque à 100 000 quand même contrôles réalisés dans toute la profession. 100 000 contrôles réalisés. Bien sûr, toute la profession. Ah, donc, des chiffres. Ça y est, ils arrivent. On n'est pas en train de dire, allez, j'en ai fait 2000 dans un coin, et c'est uniquement et c'est sur l'ensemble du territoire, donc on est sur 101 départements français. Monsieur Julliard a parlé d'association. La FFMC s'est invitée à votre conférence de presse. Comment ça s'est passé? Vous savez, je suis un garçon poli, je suis un garçon courtois. Aussi. J'ai expliqué très clairement aux représentants de cette association que s'ils voulaient polémiquer, ce n'était ni le lieu ni le moment. Et qu'on était là pour parler de quelque chose qui était une mission publique et qu'on n'allait pas pour faire de la politique. Parce que moi, je suis désolé, le jeu politicien de certaines structures, ils les assument. Moi, je n'assume qu'une mission technique. Ils ont des arguments aussi, notamment la manipulation des motos. Et ça a été négocié. Ouais. Je suis désolé. La manipulation des motos, j'ai fait partie des discussions avec le cabinet de Clément Beaune depuis le début où on a commencé à travailler là-dessus. Et ça a été l'un des points importants que la profession a demandé, à savoir que sur certains types de véhicules, nous ayons l'autorisation à laisser le propriétaire manipuler l'engin. Parce qu'on connaît l'affect. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un affect vis-à-vis de cet objet que l'on a difficilement. Mais excusez-moi, c'est question de prix. Vous pensez que quand quelqu'un vient avec une Ferrari qui coûte des centaines de milliers d'euros, il la laisse bien les clés au contrôleur technique pour la contrôler. Et alors, en parlant de prix, justement, à combien revient? Vous avez une moyenne du passage? Parce que c'était un des points, Clément Beaune, vous en parliez, avait estimé à une 50aine d'euros le contrôle technique. Vous, pendant la conférence de presse, vous aviez dit que ce serait quand même un peu plus. Est-ce que vous avez un peu une moyenne? Moi, je n'ai aucune moyenne de chiffres. Je laisse à Monsieur le ministre la responsabilité de ces chiffres. Et je ne peux légalement pas en parler. J'ai évidemment pas d'autres éléments à apporter sur le coût du contrôle technique. Mais une moto, ça coûte cher. Oui, l'équipement, la moto. L'entretien, tout ce qui a été dit sur l'affect qui est en lien avec la moto, oui, ça coûte cher. Je ne suis pas sûr que le contrôle technique soit l'élément le plus onéreux dans l'ensemble des dépenses du motard. Si c'est raisonnable. Je ne le crois pas. Enfin, il peut être démenti, mais j'imagine pas. Et on reste dans les chiffres, c'est la rubrique chiffres. Qu'en est-il du taux de refus, Monsieur Bourrier? Alors, le taux de refus est tout à fait variable selon les catégories de véhicules. Oui. Ce qui est intéressant de voir effectivement, c'est que d'une part, on peut constater que les véhicules qui sont correctement entretenus, parce que les titulaires et les usagers de ce véhicule est soumis à un permis de conduire, sur lequel il y a une formation spécifique et particulière, qu'on appelle catégorie L3, donc les motos. Oui. Les motos sont à peu près aux environs de 8-9% en taux de refus. Ce qui est tout à fait en dessous des véhicules légers, qui sont aux environs de 19%, et qui sont aussi en dessous des véhicules lourds, qui sont aux environs de 10-12%. Ça tend à confirmer que les motards entretiennent leur véhicule. Donc ça tend à confirmer que les motards ont conscience de la dangerosité de leur véhicule, les entretiennent en conséquence. Mais ce qui me gêne, c'est que sur 1 sur 10, grossièrement, des motards utilisateurs ont des problèmes de pneumatique. Alors voilà, le pneumatique, c'est ce qu'on regarde en premier, c'est ce que l'on voit avant de partir. C'est ce qu'on apprend au permis de conduire. Et ce qui me gêne, c'est que c'est le premier point de refus. C'est très intéressant, vous en pensez quoi de ce chiffre? Et le deuxième point identique, c'est la pollution. Oui. C'est un chiffre à la fois inquiétant parce que le pneumatique, c'est un élément essentiel de la liaison au sol et ça détermine énormément la capacité de freinage et la sécurité de l'usager. Mais d'une certaine manière, ça veut dire que la solution est assez simple. Il faut contrôler sa pression de pneu, c'est quand même pas une action très compliquée. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un effort de pédagogie qui continue
sur le fait qu'on ne prend pas sa moto sans avoir vérifié que la pression des pneus est bonne. Alors très intéressant. Attention, et les autres catégories En complément de ce que dit M. Julliard, la pression c'est bien, mais moi je parle de l'usure. Ah oui, aussi. Ce qui est une autre problématique, parce que la pression, on a bien vu ce qui se passe, mais là, on n'est pas sur un banc de freinage. Alors, on est sur des visuels. on le Ce verra. qui veut dire que le jour où on passera sur un banc de freinage, là, la pression rentre totalement en jeu sur l'efficacité du freinage. Mais qu'en est-il des autres catégories? Alors les là, chiffres. là, c'est la catégorie, entre guillemets, reine, parce que c'est le nombre le plus important, bien évidemment, Oui. d'utilisateurs. Ce sont les gens les plus conscients, Oui. il faut le reconnaître, c'est évident. Quand on passe au ce qu'on appelle le cyclomoteur, donc le moins de 50 cm3, là, on se retrouve déjà à 16-17% de taux de refus. On s'approche des taux de refus On s'approche des automobiles. taux automobiles. Tout à fait d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Des problèmes de phare, des problèmes de pneumatique toujours, des problèmes de clignotants, ou qui ne sont pas là, ou qui ne marchent pas, ou qui ne sont pas entretenus. Donc il est très clair que les utilisateurs de ces véhicules ne sont titulaires que d'un BSR, et ces gens-là n'ont pas conscience de ce qu'ils représentent comme potentialité de danger, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas visibles. Quand on a un problème de phare, quand on a un problème de clignotant, parce qu'ils sont absents ou qu'ils sont cassés, on n'est pas visible de l'autre. Vous allez les partager avec la sécurité routière, ces chiffres? Ben, ils les ont avant nous. C'est des sujets effectivement bien connus. On n'est pas exactement sur le même type de danger. Le cyclomoteur a une utilisation plutôt urbaine. Et comme le dit M. Bory avec juste raison, le sujet là, c'est pas forcément de voir, c'est d'abord d'être vu. C'est ce que dans un terme un peu scientifique on appelle la conspicuité, c'est-à-dire la capacité d'être vu par les autres usagers. Et ça c'est fondamental pour les 2RM, c'est pas fondamental que pour les 2RM, c'est fondamental aussi pour les vélos, les trottinettes et au passage également les piétons. Mais si ce contrôle technique permet de faire prendre conscience que l'éclairage du véhicule est un élément absolument fondamental pour voir, mais aussi pour être vu, on aura fait un grand pas en avant. Merci, Deux messieurs. points importants. Et puis, vous avez oublié quand même le meilleur pour la fin. Je vois votre allez me le- gradation. vous allez Je me le vois dire. votre gradation dramatique. Elle est dramaturgie bien menée. Dites-nous, Les catégories L6. L6, c'est les Et là, on passe sur les mini-voitures, voiturettes Ah, sans les- permis. hein. Ouais. Et là, Et là c'est quand même la grande découverte. Alors, quand je dis grande découverte, on le suspectait de par toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les professionnels Ouais. spécialisés dans ce segment. Mais là, on arrive quand même à un taux de refus qui dépasse les 30%. Ce qui veut dire qu'on a quasiment un véhicule sur 3 qui est refusé. D'accord. Liaison sol, frein, pneumatique. Il y a la totale. Plus des petits problèmes d'éclairage de temps en temps, plus des problèmes de pare-brise, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que là, alors, tout à l'heure, on parlait effectivement de flotte que l'on conçoit pour la première fois au contrôle technique, avec uniquement le comportement des gens. Et avec 3 chiffres qu'on vient d'évoquer, c'est ça qui est important, si vous me permettez, la première leçon qu'on peut tirer. C'est qu'on s'aperçoit que les gens, tant qu'ils ont conscience de leur danger, les motards, ils entretiennent leur véhicule en conséquence. Mais il n'empêche qu'il y a toujours, comme dans tout groupe humain, une frange de personnes qui passent et qui sont inconscientes du sujet. Les personnes qui n'ont qu'un BSR, qui n'ont pas passé un permis de conduire, mais on s'aperçoit déjà que la notion de risque et la notion de maintenance, ils l'oublient. Et ceux qui se retrouvent avec, soit parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de passer le permis de conduire, soit parce qu'il a été refusé, parce qu'ils n'ont jamais réussi à l'obtenir, soit parce qu'il a été retiré pour diverses actions administratives, voire pénales, mais on s'aperçoit que là, c'est un peu la catastrophe. Merci, merci messieurs pour ces considérations sur le contrôle technique dans le cadre de cette émission Sécurité. De retour dans les tours BPCE, on est dans le 13e arrondissement de Paris en compagnie de Emmanuel Petit qui était là depuis le début de l'émission et avec nous vient d'arriver Benoît Judith. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors toi tu es manager de Star Motors à Bastille, qui est un oui. magasin d'équipement. Exactement, équipement pilote. Équipement pilote, donc ça tombe bien, on va parler d'équipement, on a parlé de contrôle technique, on a parlé de sécurité routière. La sécurité du motard, c'est aussi
la sécurité de son équipement. Donc, il y a des équipements obligatoires, casque, gants, mais c'est pas tout. Qu'est-ce qui est le plus vendu chez toi? Ah bah, indéniablement, Casque c'est et le gants. casque, forcément. Tout ce qui est obligatoire, ça répercute immédiatement sur les ventes. Ouais. Mais on voit aussi arriver pas mal de... Enfin, il y a eu beaucoup de changements technologiques ces dernières années. Et commence à y avoir l'apparition des airbags qui est quand même une proportion, qui commence à être une proportion importante. Ça devient très intéressant. En plus, ça se démocratise. Et les technologies, parce qu'on a connu il y a quelques années les airbags qui étaient accrochés à la moto, filaires, et qui sont en train, pas de disparaître parce que la technologie est toujours présente, mais on voit beaucoup d'airbags autonomes qui arrivent sur le marché et qui sont déjà bien installés. Donc il y a plusieurs sociétés françaises, enfin une société française qui le propose. Surtout InEmotion, hein, surtout InEmotion qui est partenaire avec énormément de marques. Et après arrivent deux gros mastodons sont arrivés sur le marché, dont Denez et Alpinstar. On voit bien que c'est surtout un dérivé de compétition en fait, parce qu'ils ont la data et du coup ils l'ont adapté à la route. Donc ça commence à être très très intéressant. Et alors la question, c'est le tarif, bien sûr, parce que c'est le frein. On en a beaucoup parlé avec InEmotion, il y a la location du boîtier. Exactement. Le tarif, est-ce que ça baisse? Est-ce que les motards attendent ça ou ils se disent tant pis pour le prix, la sécurité n'a pas de prix en gros? C'est variable. Ça dépend de l'utilisation qu'a le motard en question. Ouais. Nous, comme moi je suis sur Paris, j'ai quand même énormément de motards commuteurs, c'est-à-dire des gens qui vont travailler, qui ont un usage utilitaire de la moto, des deux roues, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver en province, où on est plus dans de la moto passion et pour se faire plaisir. Donc dans le cas de l'utilitaire quotidien, surtout en ville, on a quand même une prise de conscience et ils viennent s'équiper, ils viennent surtout s'informer parce qu'il y a énormément d'offres quand même finalement, il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de technologies différentes qui sont présentées. Donc ils viennent nous poser toutes les questions. Au niveau du tarif, les tarifs n'ont pas énormément évolué à ce que j'ai connu sur le filière. Il y a une évolution effectivement. Pour parler d'InEmotion, ils ont fait un système d'abonnement, donc ils ont réduit le prix d'achat de l'airbag, ce qui permet d'avoir tout de suite, on peut accéder beaucoup plus facilement financièrement à l'airbag. Et néanmoins, il y a une contrepartie d'abonnement mensuel. C'est ce qu'on vend le plus en général, parce qu'ils ont plusieurs quand même grilles de tarifs, mais c'est l'abonnement mensuel qui est le plus vendu pour InEmotion, chez moi en tout cas. Et après arrivent les autonomes, donc Denez et Alpinstar, qui eux ne proposent pas d'abonnement, c'est un prix et vous êtes propriétaire de la data et de l'algorithme en fait. D'accord. Et vous pouvez faire aussi un système de mise à jour qui sont un peu plus chers que les filières qu'on a connues, mais finalement ça reste des prix élevés parce qu'il y a c'est un concentré de technologie à l'intérieur, mais ça n'a pas explosé, on n'est pas passé du simple au double, pas du tout. Aujourd'hui il faut compter entre 600 et 800 euros pour un filière. Pour un autonome. Un autonome, et ça n'évolue pas trop donc, au niveau des prix. Manu, dans le questionnaire de base de Liberty Rider, est-ce qu'il y a des questions sur l'équipement? On n'a pas encore c'est une idée, trop développé. On n'a pas encore trop développé l'équipement. Intégral jet, airbag. C'est une des évolutions qu'on va faire dans l'application. On a une refonte qui est en cours de l'application où on aimerait pousser un peu plus l'évolution du motard. Parce que là, on a un profil, est-ce que tu es un homme, une femme, date de naissance. Mais on aimerait bien aussi pouvoir, un peu comme Runtastic ou Strava, des applications plus dédiées vélo, avoir l'équipement du motard pour mettre en avant son casque, etc. dans Liberty, avec une petite partie communautaire où tu peux le montrer aux copains aussi. Mais du coup, on n'a pas encore ça, mais par contre, nous, on est très proche d'InEmotion sur la partie équipement. On est en partenariat depuis, je vais pas dire de bêtises, mais au moins 3 ans. C'est-à-dire que quand l'airbag se déclenche, ça déclenche aussi un... Alors du coup, nous, je reviens de Milan où il y avait entre autres une journée qu'on a passée avec eux. On s'entend hyper bien, on est vraiment deux startups françaises avec le même but et du coup, ça match directement. Et du coup, InEmotion en particulier, je ne connais pas trop les autres, donc je ne vais pas parler pour les 2 autres marques. InEmotion en particulier, ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables de faire évoluer leur algorithme de manière hyper efficace qui remonte les données, etc. Et c'est ça qui est un peu compris dans l'abonnement, en fait, c'est de pouvoir avoir une mise à jour et ça permet de payer les salaires des gens qui continuent à améliorer ton truc. Alors que quand tu payes pas l'abonnement, totalement, au moins, l'argent il rentre plus pour ce produit-là, donc peut-être les améliorations rentrent moins, j'en sais rien. C'est pas, et du coup, InEmotion a un système hyper efficace de détection d'accident parce que leur but c'est de prédire même la chute, ils doivent se gonfler avant que ça tombe.
une fois que la personne est tombée, millième de seconde, hein. ouais, 0,5 millième de seconde, ouais, ils comme ont ça. descendu encore. Ouais, et l'objectif, c'est pas de détecter une chute. Nous, on détecte des chutes avec Liberty Rider. Ils doivent détecter avant la chute, parce que l'airbag doit être gonflé au moment de la personne. Ouais. Et en fait, cette complémentarité, c'est que nous, une fois que le motard est tombé, ben, on a intégré une partie de notre code d'applicatif dans leur application. Et l'airbag se déclenche. Et l'application InEmotion va faire sonner l'alerte Liberty dans son application et appeler les secours, etc. Et ça, c'est ce qu'on sait faire pour que la personne, en plus d'être protégée, ne reste pas au bord du chemin. Alors on reste sur l'airbag. On va parler de casque airbag, puisqu'il existe un casque airbag. On en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce que c'est demandé? Alors moi, de mon côté, pas du tout. Moi, j'en ai entendu parler à titre professionnel parce que j'avais vu un prototype il y a quelques temps de ça. Mais sinon, en termes de demande par rapport aux clients, non, parce que je pense que l'information aujourd'hui, elle est très professionnelle. Elle est pas, comment dirais-je, le grand public n'a pas accès à cette info. Mais c'est pas inintéressant. Il faut voir après ce que la technologie va apporter et à quel prix. Alors au niveau des casques, on parle de sécurité. Les normes de sécurité ont évolué. Oui. Au niveau des casques, la norme ECE 2206. Est entré en action. Est-ce que ça a été uniforme? Est-ce que ça a été difficile? Comment ça s'est passé à ton niveau? À mon niveau, il y a plusieurs niveaux. Il y a au niveau du client et au niveau du revendeur que je suis. Ouais. Et au niveau des marques également. Oui. Parce que donc, ce qui s'est passé, pour que les gens comprennent, la 2206, ça a haussé le niveau de protection des casques. Avec davantage de points d'impact. Voilà, la 2205 qui était en vigueur depuis 2003, il me semble, donc il y a une vingtaine d'années, donnait 5 points d'impact sur une surface plate, sur une enclume, exactement à 25 km/h. Et aujourd'hui, la 2206, c'est 17 points d'impact, répartis sur l'ensemble du casque également, à une vitesse qui a été légèrement augmentée de 28 km/h. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont rajouté aussi un test sur les vitesses basses, parce qu'on pense tout de suite à la vitesse haute, donc le terme vitesse, mais il y a aussi des impacts à vitesse basse et ça peut changer aussi la donne. Donc ça, c'est la première des grosses évolutions. Il y a un impact oblique également. Typiquement, ça correspond mieux à ce qu'on peut trouver sur la route, typiquement un trottoir, ou une aspérité urbaine ou n'importe quoi. Ça, c'est la deuxième des choses qu'ils ont mis en place qui est très intéressante. Et ensuite, après, il y a l'abrasion qui a été aussi mis... qui a été revu. En fait, ils ont tout revu. Ils ont globalisé pour faire quelque chose de beaucoup plus sécuritaire. Donc au niveau, si on part du côté de l'utilisateur, c'est 100% bénéfique parce que sa sécurité est accrue. Ça, c'est certain, c'est indéniable. Au niveau du commerçant que je suis, on vend des produits de meilleure sécurité. C'est ce qu'on vend la même chose différemment en fait. Mais nous, on est là pour conseiller aussi le client pour qu'il ait la meilleure sécurité possible, puisque de toute façon, c'est ce qu'il porte qui va le protéger. Mais il y a eu commercialement un petit flottement parce que les fabricants qui fabriquaient de la 2205, je crois qu'à partir du 30 juin, ne pouvaient plus en fabriquer 2023. Du coup, il y a eu un flottement sur les nouveaux modèles. Donc, il y a eu une offre qui a été très, très, très réduite pendant un laps de temps, finalement, commerçant assez long. C'était presque une saisonnalité pour nous pendant 4, 5, 6 mois. Et là, aujourd'hui, ça redevient… Sur certaines marques. Sur certaines marques, parce qu'il y a, après, il y a des marques qui… Parce que les marques avaient anticipé, même sans le savoir. C'est-à-dire que leur degré de qualité était tel que la 2206, finalement, a été indolore. Exactement. Il y a des marques premium qui avaient déjà un niveau de technologie importante, qui pour eux, ça a changé, ça n'a pas du tout changé les choses. Alors que quand on est sur des marques d'entrée de gamme, parce qu'il faut proposer aussi de l'entrée de gamme, c'est là où c'est intéressant la 2206, parce qu'il y aura toujours des casques entrée de gamme qui va quand même donner un niveau de sécurité supérieur à ce qu'il était donné avant. Ça impacte le prix ou pas du tout? Alors, c'est une question qui revient souvent, ça, surtout de la clientèle. Alors, en fait, ça impacte le prix, mais faut voir le pourquoi de l'impact du prix. En fait, c'est pas tellement la recherche et développement ou le fait qu'il y ait une 2206. Le vrai impact du prix aujourd'hui, c'est la vie courante, c'est l'inflation. C'est le prix des matières premières et le transport, parce qu'il y a quand même énormément de casques qui sont fabriqués en dehors de notre territoire national et de l'Union européenne. Donc c'est plutôt ça qui influence le prix. Et alors l'impact en termes de taille et de poids, j'en ai entendu parler, est-ce que c'est pour tous les fabricants ou est-ce que c'est certains? On en revient à la même chose, les produits premium changent très peu, puisque leur poids, leur absorption de l'énergie, pour eux était déjà très nettement au-dessus d'une norme européenne. Pour ce qui est des autres, ça dépend des choix techniques qu'ils ont faits. C'est-à-dire que, par exemple, pour le résistance à l'absorption d'énergie,
L'EPS, c'est un système en polystyrène qui est à l'intérieur. Ouais. Pour les casques premium, des fois, il y a des densités différentes. Voilà, ce qui est très bien, c'est qu'il faut absorber pour que le cerveau ait un impact mineur. Et pour les produits, si technologiquement vous avez du mal à passer cette norme, vous augmentez l'épaisseur de cet EPS Oui, ah oui. pour avoir un amortisseur plus grand. C'est comme avoir un matelas plus épais. Voilà. D'où la taille qui a augmenté. et Donc peut-être finalement, le poids aussi. la coque autour de ça a forcément augmenté. Et donc, comme il y a plus de matière dans le casque, forcément, ça se ressent sur la balance. Eh oui, d'accord. Il y a une d'accord. différence de poids. Mais les différences ne sont pas énormes quand même. Aujourd'hui, quand je regardais la majorité des casques, on est entre 50 et 80 grammes d'écart. Ce qui est beaucoup pour un casque malgré tout. Alors, les autres éléments de sécurité, moi je voudrais faire une petite aparté. C'est pas un élément de sécurité à proprement parler, mais ça peut être un élément d'insécurité. C'est les applications, c'est le téléphone, c'est le GPS. Oui. Manu, ça fait partie des problématiques. Vous vous êtes posé la question, forcément. Est-ce que ça peut détourner l'attention d'un motard qui doit fixer? Est-ce que écouter de la musique avec les Bluetooth, ça peut détourner l'attention? Quelle est ta réflexion sur ce sujet de détourner l'attention du motard pour qu'il suive un GPS ou qu'il suive des instructions? Nous, on a la moitié de nos motards qui utilisent le téléphone accroché sur un porte-guidon, là, donc Ouais. en visuel. Là, on n'a pas trop les données sur la musique, etc. Donc je ne peux pas trop parler de ça. On n'a pas constaté que les gens dans la moitié qui avaient le téléphone sur le guidon, par contre je ne garantis pas ce qu'ils font dessus, on n'a pas constaté plus d'accidents pour ces gens-là. D'accord. Du coup, moi, mon avis, forcément, il faut être attentif, etc. Et on avait essayé avec Racer il y a très longtemps de lancer un projet où justement c'était. Sur les gants? Ouais, sur les gants. Oui, Pour ne pas avoir à dévier le regard. Et bon, il y a eu des hauts et des bas, du coup, bon. J'avais entendu parler de ce ouais. projet, c'était intéressant. En tout cas. Mais J'avais voilà, vu le prototype on et va tout. se ouais. relancer un jour. Il y a 600 prototypes, malheureusement, qui attendent dans un hangar, Ah, mais qui ne marchent d'accord. pas. Ouais, on est allé jusque-là. Il y a une des sociétés qui nous a fait faux bond, une troisième dans la partie qui est un peu Faut plus la dans- relancer. Ouais, et du coup, moi j'ai. Ouais, de toute façon, c'est l'attention du motard. Si elle regarde Netflix sur sa télé, voilà. S'il a le téléphone bien placé, etc. Les datas de notre côté n'ont pas montré que les 50% qui attachaient leur téléphone, etc., avaient plus d'accidents. Ouais, moi je pense qu'il y a un principe de bon sens aussi, quoi. Ouais. Ouais, forcément en moto, c'est quand même pas la même problématique que le téléphone en voiture. Je pense que le téléphone à l'oreille, répondre à un SMS en moto, je pense qu'on n'en est pas encore à faire ce genre de choses. Par contre, oui, effectivement, le GPS et la musique ou la communication, oui, ça peut être des facteurs aussi. Je sais pas si ça peut être aggravant, pas forcément, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, parce que moi étant utilisateur, je pense qu'il y a un principe de bon sens. Écouter la musique à fond en pleine agglomération, effectivement, là ça peut avoir une incidence parce qu'on n'entend pas ce qui nous entoure. Voilà, effectivement. Je pense que sur l'autoroute, à vitesse classique, je pense pas que ça pose un gros problème. Alors, je profite de t'avoir sous la main, Benoît, parce que j'ai une question. Est-ce que, avec le développement de l'airbag, vous vendez moins de dorsales? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ça se substitue quelque part au port de la dorsale? Ah, j'en suis pas. Je peux pas répondre comme ça. En fait, l'airbag substitue la dorsale par définition. Il ne faut pas mettre une dorsale et un airbag par-dessus. D'où ma question. Ouais, parce qu'on rigidifie. Donc l'utilisateur d'airbag, par définition, n'aura pas de protection dorsale physique. Ouais. C'est l'airbag qui fera la protection dorsale. Mais Donc- ça ne remplace pas une dorsale. un Ah si, airbag. parce qu'en fait, il est donné, parce que là, il y a un peu de data quand même. Ouais. Pour en citer une de mémoire, Alpinestar estime qu'une fois que c'est gonflé, en termes d'absorption d'énergie, parce que c'est ça qui est important, c'est de l'absorber l'énergie. Ouais. C'est pas de la protection osseuse, on sait faire, c'est surtout c'est l'impact. La problématique, c'est la répartition de l'impact. Ouais. Et Alpinestar, qui ont fait ses propres tests, estime que ça équivaut à 27 dorsales en termes Donc- d'absorption. Et donc- vous pouvez entasser 27 protections dorsales. Si vous frappez dessus, l'énergie à vitesse égale, l'énergie à l'arrivée. Ah, c'est C'est très intéressant. la même chose. Très, Ouais. très intéressant. Et donc, vous vendez moins de dorsales? Non, parce que en fait, on vend une majorité de dorsales parce qu'elles sont intégrées à nos blousons. En général, maintenant, les fabricants font une poche dorsale. C'est pas une obligation Ouais. d'avoir la dorsale quand vous achetez le blouson. Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, quand vous achetez un blouson ou une veste homologuée, elle doit résister à l'abrasion et elle doit avoir protection coude, protection épaule. Très Là, intéressant. vous pouvez vous pouvez la vendre. Vous êtes fabricant, vous pouvez la vendre. Les fabricants proposent toujours une poche dorsale Ouais. et mettent et vous pouvez rajouter, c'est souvent une option, une protection dorsale
qui est dédié aux vêtements en question. Donc en général, si l'utilisateur achète un vêtement, il va plutôt se tourner sur la dorsale. Enfin, nous, déjà, on va les inciter à leur dire protégez-vous le dos, c'est quand même très important. Le dos et la tête, ça se soigne pas bien quand c'est beaucoup abîmé. Alors, voilà, on va terminer par les autres protections. Il y a évidemment les pantalons, il y a les pantalons bottes, airbag. Pantalons airbag. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, j'ai vu ça. Avec une nouvelle marque qui est arrivée il y a quelques années déjà. Voilà. Ouais. Les pantalons, les bottes évidemment, il y a les gants obligatoires. Oui. Sur tous ces éléments de protection, parce qu'on ne va pas tous les aborder, bien sûr. Quelles ont été les innovations sur un ou un autre point qui t'a le plus étonné ces dernières années? Étonné? Bah non, si, je dois revenir à l'airbag, en technologie, c'est quand même l'avancée la plus importante. C'est là, il y a un contraste, il y a un avant, un après. Ouais. Les choses, c'est juste des évolutions. Les casques ont évolué par rapport à leurs matériaux. Oui. On est passé du thermoplastique au polycarbonate, à la fibre de carbone, donc des casques plus légers, des casques qui absorbent mieux l'énergie. Mais pour revenir à l'airbag, il y a une chose qui est très importante. Pourquoi c'est une avancée technologique, au-delà du fait que tout le monde peut s'imaginer, oui, ça gonfle, ça va me protéger, c'est qu'aujourd'hui, les motards, ils n'avaient aucune protection au niveau thoracique, vraiment. C'est à part en piste où ils mettaient une plaque, on les voit. Oui. Mais sinon, pour un utilisateur classique, on arrivait à tout protéger, sauf cette partie-là. Et en fait, ce qui est un non-sens finalement, quand on réfléchit un tout petit peu avec du bon sens, c'est parce que nous aussi, quand on regardait les datas que les marques nous mettent à disposition, on se rend compte que c'est logique parce que souvent l'impact va être dans le sens de la marche. Bah oui. Et la marche, elle est dans ce sens-là. Merci Benoît pour ces explications sur les équipements et ces retours d'informations d'un professionnel sur les ventes d'équipements. Manu, tu restes avec nous. On va accueillir de nouveau Muriel pour la conclusion de cette émission. Nous arrivons au bout de cette émission spéciale sécurité. On serait encore resté des heures à parler avec tous nos interlocuteurs. On a parlé de contrôle technique, on a parlé de sécurité routière, on a parlé d'équipement. C'était très intéressant. Emmanuel, quels sont les axes de développement, d'avenir pour Liberty Rider? J'imagine que ça bouillonne là-haut. Oui. Hein? Bah, du coup, là pour l'instant, on a plusieurs. Il y a principalement l'Italie. Donc on a 2 nouveaux employés en Italie qui sont chargés de mettre en place des partenariats avec des assurances italiennes et de développer une communauté en Italie pour pouvoir aussi sauver des vies en Italie. C'est 8 millions de motards l'Italie. Il le mérite aussi. Hein. Oui, voilà. Et 8 millions de motards, c'est le plus grand marché européen. On s'est développé aussi sur des nouvelles mobilités. Du coup, l'objectif, c'est pas d'avoir un Liberty Rider vélo, etc., mais c'est plutôt accompagner des acteurs qui ont déjà des communautés et pouvoir leur fournir des solutions de détection d'accidents sur le vélo, la voiture, la moto, etc. Et par exemple, on va lancer un test là, avec Cooltra, que les Parisiens connaissent bien. Les Parisiens munis d'Android pourront, d'ici la fin d'année, tester la détection d'accidents dans Liberty Rider. Et du coup, ça c'est l'objectif, c'est de pouvoir avoir aussi d'autres nouvelles mobilités mises en place comme ça. Et après, ça c'est cette année, et l'année prochaine, on aimerait pouvoir développer encore plus la prévention. Si on pouvait avoir une application qui détecte plus d'accidents, parce qu'il n'y en a plus, ce serait notre rêve idéaliste, hein, et du coup pouvoir renforcer la partie prévention. On peut prédire des comportements à risque, des choses comme ça, et pouvoir accompagner l'utilisateur dans sa démarche en disant mec, peut-être que tu te rapproches d'un profil de gars qui a beaucoup d'accidents. Donc, mais tout part des datas, c'est intéressant d'avoir des datas pour prendre des bonnes mesures, les mesures ciblées. Muriel, ce baromètre qui nous donne aussi des infos, qui nous donne des statistiques, quel a été l'impact de ce baromètre? Est-ce qu'il y a eu une bonne médiatisation et sur quel point? Oui, alors il y a eu une bonne médiatisation de ce baromètre parce que déjà, ce n'est pas la première édition, c'est une édition, enfin c'est la 4e fois qu'on mène, la 4e année consécutive qu'on mène ce baromètre. Donc on commence à avoir des chiffres qui s'observent aussi, qui s'observent dans la durée et qui permettent une observation de la population des motocyclistes et des motards et voir l'évolution aussi des comportements. Donc la régularité des chiffres, effectivement, est appréciée.
apprécié des médias. Ensuite, effectivement, c'est un baromètre cette année qui a été beaucoup relayé dans la presse, et notamment sur un sujet dont on a largement parlé, en l'occurrence le contrôle technique, puisqu'effectivement, dans ce baromètre, on indique que 73% des motards ou des motocyclistes, enfin des conducteurs de motos de roues des conducteurs de deux roues motorisées, pardon, sont plutôt favorables à la mise en place du contrôle technique, et c'est un chiffre qui ça t'a étonné aussi. Qui a fait réagir beaucoup de monde. Ouais. Et donc effectivement, on a eu beaucoup d'échanges avec un certain nombre de médias qui nous a demandé aussi la méthodologie de ce baromètre, et puis qu'il a examiné. Donc après, ce que je disais, c'est un chiffre qu'il faudra aussi regarder dans un an et voir la façon dont il évolue. Après, nous, aujourd'hui, on veut continuer, en tous les cas, à prendre la parole sur le sujet de la prévention, notamment à continuer à accompagner les motards et les motocyclistes, parce que c'est important d'accompagner cette population qui se sent en plus particulièrement vulnérable, et on le voit en tous les cas dans le baromètre. Et puis, tous ces chiffres, tous ces éléments, ça nous permet, nous aussi, en tant qu'assureurs, de contribuer à une réduction finalement de la sinistralité routière. Et ça, c'est important en tant qu'assureur moto. Réduction de la sinistralité et prévention, les mots sont dits. Merci Manu, merci beaucoup Muriel de nous avoir accueillis dans ces tours BPCE dans le 13e arrondissement de Paris. Émission très intéressante. On vous rejoint très bientôt pour une nouvelle émission sans concession. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.